T'es toujours absent. On n'arrête pas de me critiquer. Il s'occupe pas des enfants. Je suis toujours coupable à ses yeux. Il me parle jamais de ses problèmes. Sexuellement, elle n'a pas souvent le goût. En fait, à chaque fois qu'on joue. On joue avec les filles, oui, mais quand on joue, là, ils nous envoient tout. Ouais. Les filles étaient plus sentimentales que les garçons. Un exemple, mettons, il arrive un problème, ben un garçon, par exemple, il va peut-être aller casser une vitre, tandis qu'une fille, elle va aller broyer dans sa chambre, tu sais. Ben, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Je trouve que les gars, des fois, ils pensent plus pervers que les filles. Ça dépend du monde, mais des fois, tu vas bien plus entendre des gars faire des jokes cochonnes que des filles. Une fille dit tu peux pas comprendre, mais tu dis tu veux pas en parler. D'abord, j'en parle pas. Non, moi je veux la trouver belle. Les têteux, là, je suis pas capable. Moi, ce qui m'énerve vraiment de la galanterie, c'est quand t'as l'impression que... C'est comme si le gars avait l'impression que t'es une porcelaine. J'aime autant travailler avec une femme qui est forte physiquement, qui est capable de faire sa job, qui est sociable, qui est fun à travailler, que travailler avec un gars qui a le cordon du cœur qui traîne dans la marde, on peut dire. J'ai le sentiment qu'on nous montre encore souvent, très, très souvent, des gars qui sont dégueulasses. T'sais. Puis moi, quelque part, j'en ai assez de ça. Chez l'homme, là, toi, t'es toujours un petit peu... Ils te font sentir un peu que t'es nouille. Ça, c'est très dur de ressentir ça. Si je reprochais quelque chose aux femmes, ce serait que les femmes savent. Elles savent toujours. Puis toi, le pauvre gars, tu ne sais jamais. Bonsoir. C'est un sujet bien délicat que nous abordons ce soir à Dossier. C'est un sujet à prendre avec des pincettes, même, dans ce monde où la rectitude politique est devenue la règle. La différence entre les hommes et les femmes. Ah oui, nous avons beau vivre sur la même planète et même nous la partager moitié-moitié, nous ne sommes pas pareils. Les deux sexes vivent et s'adaptent différemment aux transformations économiques, politiques, sociales et culturelles de cette fin de siècle. Complémentaires, mais différents. Alors justement, au lieu de chercher à gommer ces différences, pourquoi ne pas aborder les choses simplement, en commençant par les évidences, ces différences qui font que nous nous complétons bien plus que nous nous opposons finalement. Un homme, virilité, force, pouvoir. Une femme, beauté, séduction, maternité. Cliché ou vérité? C'est que la contraception, le féminisme, les changements économiques, l'homosexualité au grand jour ont tout bousculé. Et l'homme et la femme s'ajustent tant bien que mal au bouleversement. Les institutions, elles, tâtonnent, s'adaptent beaucoup plus difficilement. Base militaire de Valcartier, près de Québec, 5h30 du matin. L'infanterie forme ici de nouveaux sous-officiers. L'entraînement est dur, mais égal pour les hommes et les femmes. Ça, les mêmes, je suis allé le dire. Ça, c'est votre job. C'est votre job en tant que seigneur de section, vous passez, vous inspectez. C'est pas à votre goût. Nettoyer, tabarnak. Surveillez les fenêtres. Trouvez-en des trous, il y en a partout. Le dessus des portes, là, vous allez avertir tout le monde. OK, venez ça. OK, là, tout le monde, aujourd'hui, ce que je veux être, des petites craques. Et demain matin, vous allez avertir le prochain seigneur, surveille là. On s'arrange comme on peut, là, c'est ça. Il faut être orgueilleux puis jamais lâcher. Faut se faire aider, même du gars aux filles, on se fait aider. C'est dans n'importe quoi. C'est avantageux ou pas avantageux d'avoir une fille avec soi comme coéquipier? C'est dur à recommencer. C'est bon pour le moral. Ce que ça change, c'est que c'est nous autres qui se ramassent avec le stock présent. C'est ça que ça change. C'est tout. On en train aussi. C'est quoi? Tu traînais le cardo? Juste pour le fun? Non. Ben oui. C'est juste ça que je te dis. Je te dis pas, c'est... Pas tout le monde, c'est pas tous les gars non plus qui l'ont traîné. Interviewez-nous avec la face cachée, là, en noir. La voix transformée.
La seule différence, c'est le sexe, dans le fond, parce que si on choisit d'être dans l'armée, c'est pour être comme tout le monde. Escouade! Fixe! Être comme tout le monde, bien sûr, hommes et femmes pour l'armée, c'est la même chose et on insiste beaucoup là-dessus. Fait qu'on va faire la chose. Après ça, ceux qui ont fini d'aligner pour faire la lignée, on longe le bras. Nathalie apprend qu'on ne devient pas caporal-chef sans savoir donner des ordres et les faire exécuter. Mais pour ça, elle doit passer par une machine militaire qui se veut asexuée. Séance d'apprentissage de commandement. Fais-tu quoi, toi, là? Moi, je vous supervise. Ben, nous autres, on supervise déjà ici, fait qu'on n'a pas besoin de... Ben, je viens de checker. OK, fait que je vais vous laisser comme ça. Hey, il y a besoin d'aide ici, non? 2 personnes là. Tu t'envoies d'autres personnes. Le vrai boss ici, c'est l'adjudant Richard Lavoie. Parce que là, on ne fera pas étendre, on va les étendre. L'évaluation d'une femme, c'est difficile. Hein? C'est très difficile. On n'est pas habitués, nous autres, des hommes. Des fois, j'aimerais mieux avoir une commande section femmes pour évaluer les femmes. Parce que des fois, on se sent mal à l'aise. Vous savez, c'est pas voulu, là. C'est naturel. Ça doit pas. Si on les envoie sur un cours comme ça, on les renvoie dans les bureaux, ça donne quoi, les envoie sur un cours comme ça? Vous voyez où je veux dire? Les gars qui se font commander par une femme, ils acceptent ça facilement. Comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Ben, ils sont obligés de jouer le jeu parce qu'ils savent que ça dure 8 semaines, c'est fini. Parce que s'ils ne suivent pas le jeu, ils vont se faire réprimander d'une manière ou l'autre. Là, dans votre évaluation, qu'est-ce qui vous inquiète le plus? Quand on voit recherche et assume les responsabilités, ou rendement efficace sous tension, où pensez-vous avoir une bonne et une mauvaise note? Rendement et tension, c'est beaucoup plus difficile parce que t'es fatigué, t'es déjà au bout, plus faut que tu vois 22 personnes ou 24 personnes de plus, en plus de voir à toi-même, et puis il faut que tu fasses les exigences de tout le monde, là. Je crois que c'est surtout là qui serait le plus dur. Pour Nathalie, être boss, ce n'était qu'un exercice, parce que, sitôt le jeu fini, les gars reprennent vite le contrôle. Le comportement, on le sait depuis Darwin, finit par modifier biologiquement les espèces. Alors peut-être bien qu'un jour, la femme deviendra une vraie guerrière. Mais ce n'est pas seulement une affaire de muscles, c'est aussi une question de cerveau. Car cet amas de cellules, on le sait maintenant, a un sexe. Voici un cerveau d'homme et voici un cerveau de femme. Ils ne sont pas exactement les mêmes. Dans leur laboratoire, des chercheurs comme le docteur Yves Robitaille ont découvert des différences entre les cerveaux masculins et féminins. Alors, si on compare les deux, c'est cet individu de 76 ans et cet autre, c'est un homme de 76 ans et ici c'est une femme de 66, le cerveau a sans doute un sexe, mais ce sexe, il se dévoile surtout sur le plan, si vous voulez, des molécules et sur le plan des densités synaptiques au niveau des structures microscopiques du cerveau. Et je dirais que les différences entre hommes et femmes, elles sont surtout concentrées dans les régions où les différences hormonales hommes-femmes sont les plus concentrées, donc surtout dans les régions hypothalamiques. L'homme peut se vanter d'avoir un cerveau plus lourd que celui de la femme. Pour les deux hémisphères, cela fait en moyenne 75 grammes plus lourd. Chez l'homme, c'est les fonctions qui sont reliées au travail qui sont hyper développées, alors que chez la femme, qui traditionnellement a plus de contact avec les enfants puis l'environnement familial, il est vraisemblable que ces tâches requièrent l'intégration fonctionnelle de, si vous voulez, de dimension corticale plus étendue. Le centre du cerveau, nous l'avons hérité des hommes des cavernes.
c'est le siège des pulsions primaires, comme les pulsions sexuelles et l'agressivité. Eh bien, ce cerveau primitif est plus grand chez les mâles. Mais attention, dit le docteur Robitaille, les cerveaux peuvent se modifier, se transformer biologiquement au fil des siècles en fonction des rôles remplis par les hommes et les femmes dans la société. Il est vraisemblable qu'avec le temps, que les structures cérébrales fonctionnelles des femmes vont tendre à ressembler de plus en plus à celles des hommes, parce que les deux maintenant ont à la fois des responsabilités familiales et des responsabilités professionnelles assez lourdes. En attendant que nos cerveaux se ressemblent biologiquement, c'est au niveau psychologique que l'homme et la femme essayent de se comprendre. Et là, les théories abondent. Écoute bien ça. Quoi? Alors, l'homme a besoin d'assouvir son besoin sexuel d'une façon régulière. Ouais. Le désir sexuel chez la femme suit son cycle et peut varier d'un mois à l'autre. La femme sous-estime généralement l'appétit sexuel de l'homme et l'homme ne comprend pas toujours l'indifférence de la femme. Pas si mal jusque-là. J'ai déjà recommandé à mes patients, là c'est le psy qui parle, il dit qu'il a déjà recommandé à des couples de dresser un genre de menu d'activité sexuelle. Le fast-food pour satisfaire l'homme, c'est-à-dire une petite vite. La cuisine maison lorsque le couple est en forme, ou la haute cuisine pour se payer une gâterie. Et le jeûne quand la femme voudrait avoir la paix. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Le besoin sexuel chez l'homme est assez constant. Oui, puis que la femme, elle est vraiment selon ses cycles. C'est ça. C'est un fait. Puis c'est des fois que c'est difficile, des fois, d'assumer ça, par exemple. D'assumer quoi? D'assumer son cycle. Ah oui? Oui, je trouve, moi. Parce que tu vois que le gars, c'est vrai que lui, il semble toujours avoir envie. Toujours prêt. Toujours prêt, fidèle au poste. Et que toi, tu te sens un peu mal à l'aise parce que tu dis, ouais, c'est vrai, bon, ça y est, je vais être menstruée ou je vais être... Tu te sens obligé. Tu te sens un peu obligé. Ça, c'est vrai que c'est plate un peu. Dans la relation, c'est plate un peu. Ouais. Le bonheur du plaisir sexuel, qui est une des grandes joies, moi, je trouve, de l'existence, qui est c'est peut-être une des activités les plus rassurantes, en tout cas pour l'homme. C'est comme si le plaisir sexuel satisfaisait la part de chaque être humain qui est blessé puis qui a besoin d'être rassuré par l'amour de l'autre. L'amour, le sexe, le couple, d'une génération à l'autre, est-ce que ça change? Ces femmes en ont long à dire. Est-ce que c'était important, il y a quelques années, qu'un homme soit un bon amant? Est-ce que c'était un critère? Je le crois. Ça a toujours eu de l'importance. Ça en a maintenant, mais ça en avait. On était d'une ignorance. Dans notre génération. Non. Oh, écoute, moi... Non. On a fait tous nos apprentissages. Oui. On espérait, on était romanés, bien sûr. Mais on n'avait aucune idée de ce qui serait. Tu pouvais même pas dire ça, je l'ai dans la peau, mon homme, ton fiancé. Hein? On ne sait pas. Bon, ça n'a pas d'importance que ça se dise ou pas. Je pense que dans le fond, on se mariait aussi avec l'idée qu'on se mariait pour avoir des enfants. Oui, non, c'est une des premières connotations, ça, du mariage. La vie sexuelle est très importante dans un couple. C'est à peu près la fondation, je dirais. Le sexe pour eux, c'est toujours très important. Et c'est pas toujours, ils sont pas toujours loyaux ou fidèles. On fait face à des choses qui nous déplaisent quelquefois. Ça n'a pas changé parce que c'est la première chose à laquelle on pense. Vous les prenez peut-être trop jeunes. C'est pas moi qui dis que c'est la question. Bien souvent, ils disent, on a besoin de la tendresse, on veut de la tendresse, dans le fond. On est tous d'accord que c'est important. C'est important. C'est important, c'était important, c'est encore important, ce sera important, je pense. L'homme était le pourvoyeur. Absolument. L'homme était le pourvoyeur, puis le rôle idéal de la femme à l'époque. Ben oui, c'était d'avoir fait l'école ménagère ou la diététique pour être la parfaite hôtesse, pour et toujours sourire, être aimable. Oui. Et c'est vrai, ça. Oui.
Dans le temps, on nous donnait de l'argent, Annette, hein, c'est vrai. Sur le coin de la table, on te laissait de l'argent pour payer des choses si tu avais besoin d'aller. C'était comme ça. Et puis, il y en a qui c'était pire que ça. Ouais, Il y en a qui étaient obligés de quitter de leur mari pour avoir le montant d'argent d'une paire de nylon ou de soie dans ce temps-là. Il y a autant de maris qu'il y en a maintenant. Il y en avait qui n'en donnaient pas d'argent. Point. Hein? Les hommes qui avaient le pouvoir et l'argent. Puis nous autres, sois belle et tais-toi. Nous autres, c'était comme ça. Quand vous voyez vos filles ou vos belles-filles aujourd'hui, trouvez-vous qu'elles s'en tirent mieux que vous, d'une manière générale, avec les hommes? Elle recherche la famille, le garage, le tout, le chien, le terrain, le jardin, tout ça, là. Mais non, après une relation manquée, c'est une deuxième relation manquée, c'est la recherche d'une troisième relation qui peut-être fonctionnera. Il y a bien des façons de... C'est que là, on retrouve 2 enfants, 2 pères. C'est des amours qui sont allés loin. Je trouve ça compliqué. Je trouve ça truffé des responsabilités. Je trouve ça difficile pour les enfants qui vivent les effets de tout ça. Après un certain temps que vous avez été seule, je trouve que c'est très difficile. Je suis... Les femmes vivent plus longtemps que les hommes, 7 ans en moyenne. Après un certain âge, la solitude est souvent au rendez-vous. Bien, mais moi, je ne vais pas mettre de petites annonces dans le journal ou aller m'attabler à un bar ou m'asseoir à un bar. Mais on fait ça beaucoup aujourd'hui. Écoutez... Il y en a qui sont les 15 ans qui courent encore les femmes, les jupes. C'est parce qu'il va avoir quelqu'un pour en avoir soin de lui. Oui. L'homme de notre génération ne s'est jamais confié à un autre homme. Parce que les hommes entre eux ne se confient pas. Il ne se confie pas à sa femme non plus. Il ne se confie à personne. Hein? Ses affaires sont ses affaires. Sa vie personnelle, c'est sa vie personnelle. Alors, à force d'accumuler, un jour, le cœur flanche. Ce bébé vient de naître. Fille ou garçon, il n'a pas choisi. Pourtant, un petit carton bleu ou rose, et voilà qu'une vie s'oriente différemment. La seule chose qu'il pourrait me dire, si c'est un garçon ou une fille, c'est regarder dans sa couche, ou bien regarder sa petite carte qui est là au pied du lit. A-t-on un comportement sexué dès les premiers jours de notre vie? Des recherches américaines prétendent qu'après 72 heures déjà, les garçons réagissent plus fort lorsqu'on les tape sur le ventre. Dans la plupart des sociétés, on a vu des hommes répudier leurs femmes parce qu'elles ne leur donnaient pas d'héritier mâle. Quelle belle ignorance! Parce qu'on sait aujourd'hui que c'est l'homme qui donne le sexe d'un enfant lors de la conception. Si la femme, qui a 2 chromosomes X, reçoit un chromosome Y du mâle, elle donnera naissance à un garçon. Mais si elle reçoit un chromosome X, ce sera alors une fille. Le docteur Robin Lowell Badge a découvert le gène de la sexualité masculine, un gène appelé SRAI. En effet, le sexe d'un enfant est déterminé lors de la fécondation par le chromosome X ou Y donné par le père. It's not functional until much later in development. So it's about 6 weeks of development. So up until that point, mais ce n'est que bien plus tard que les gènes deviennent sexués. In any obvious way, male and female embryos, they look identical. Donc, avant 6 semaines, il est impossible de déterminer le sexe de l'embryon. Avant que l'embryon ne soit bien formé, il n'a pas de sexe. There is no sex. Ce qui est à l'origine de toutes les différences entre les 2 sexes, c'est un seul gène. Sur 80 000, un seul démarre tout le processus. On a été bien surpris. Être un garçon ou une fille, cela ne tient donc à pas grand-chose, du moins au tout début. À l'origine, les hommes et les femmes vivaient en groupe et les tâches n'étaient pas sexuées. C'est seulement par la suite qu'est survenue une division sexuelle du travail. La chasse est ainsi devenue l'affaire de l'homme et il est devenu prédateur compétitif. La femme, responsable de la cueillette,
à développer un esprit plus sélectif. Le partage, mais aussi une forte distinction entre les sexes, a profondément marqué cette société primitive. Aujourd'hui, on tente de gommer les rôles, de réduire les distinctions. L'homme est devenu un chasseur sans gibier et la femme ne dépend plus nécessairement de lui pour survivre. Il faut se rappeler que sur Terre, seulement 5% des mammifères forment des couples stables et unis. Nous, on n'aime pas les marier. Oui. La TV. J'haïs les poupées. Les filles préfèrent des jeux où elles parlent et communiquent. Les gars, eux, s'expriment en mouvement et en bataille. À faire des grosses montagnes, puis on met des petites barrières là. Pas étonnant donc que les tentatives pour imposer des jouets de gars aux filles et vice-versa aient lamentablement échoué. École Le Plateau à Montréal, une classe de 6e année. Les élèves doivent écrire le plus de mots possible, commençant par la même lettre. La lettre D pour les gars, la lettre F pour les filles. On sait que les filles ont plus de facilité avec le langage et la communication verbale. Les garçons, eux, sont meilleurs pour s'orienter ou pour situer des objets dans l'espace. Vous avez fait un petit exercice ici, quelques-uns d'entre vous tout à l'heure, où on vous demandait de dire le plus de mots possible qui commencent par une lettre donnée. Habituellement, les filles sont bien meilleures que les garçons pour faire ça. Comme s'il y avait plus de facilité à aller dans leur dictionnaire mental. Le docteur Claude Paquette est neuropsychologue. Elle a choisi des exercices qui devraient tour à tour favoriser les filles et les garçons. Il ne s'agit aucunement de tests d'intelligence. Docteur Paquette, c'est moi. J'ai pas l'air d'un docteur? Pas vraiment. Non? Alors, ce que vous voyez sur les feuilles, c'est des espèces de structures qui ressemblent, par exemple, à des structures de blocs Lego que j'ai fait ici. D'accord? Donc, si ça, par exemple, c'est dans le cercle de gauche qui est tout seul, ensuite, si je fais une rotation spatiale, ça peut se retrouver comme ça, ou ça peut se retrouver comme ça, ou ça peut se retrouver comme ça. Mais c'est toujours la même structure. Alors, ce que vous devez faire dans l'exercice, c'est toujours de trouver les deux et de faire un petit crochet, un petit X dans les carrés, les deux formes qui sont pareilles à la première. Il y en a toujours deux, pas moins, pas plus. Est-ce que vous avez compris? Oui. Bon. Dans les tests de visualisation spatiale, les garçons réussissent mieux que les filles. Ah, c'est qui a eu 8? Pour la première tâche, donc celle des figures géométriques, les garçons ont été meilleurs. Je ne dis pas que chaque garçon était meilleur que chaque fille. Attention, si on fait une moyenne de groupe, vous savez c'est quoi des moyennes de groupe? Si on fait une moyenne de groupe, les garçons sont meilleurs dans ce genre de tâches-là que les filles. Par contre, dans le deuxième exercice qu'on a fait, les filles, en moyenne, sont meilleures que les garçons. Les gars ont une moyenne de 23. Les filles remarquent plus. Ben, il semble que ce soit vrai. Peut-être les filles ont plus le sens de l'observation. Par exemple, si vous en allez sur la route, le garçon, lui, va peut-être mieux s'orienter. Par contre, la fille, elle, va plus remarquer tous les détails de l'environnement. Alors, vous avez chacun vos forces. C'est des petites différences, très minimes. On doit changer de salle pour les besoins d'un test d'observation des détails. Les jeunes ne savent pas que plus tard, on leur demandera de faire la liste des objets qui sont sur cette table, un exercice que les filles feront bien mieux que les garçons. Mais en attendant, on discute d'avenir. Toi, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras adulte? Un pilote d'hélicoptère. Pilote d'hélicoptère. Si tu étais une fille, qu'est-ce que tu choisirais? Ben, je sais pas.
peut-être garde-malade ou... Toi, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras adulte? Médecin chirurgien, je pense. Et si tu étais une fille, qu'est-ce que tu choisirais comme métier? Bah, soit ça ou infirmière. Avocat. T'aimes ça, avocat? Ouais. Et si tu étais une fille, tu ferais la même chose? Ben, peut-être coiffeuse, je sais pas. Dessinateur d'auto. Dessinateur d'auto. Et si tu étais une fille, qu'est-ce que tu aimerais faire? Cuisinière. Dessinateur. Si tu étais une fille, tu aurais le même choix? Peut-être pas, non. Qu'est-ce que tu ferais? Je sais pas. Peut-être quelque chose d'autre, comme couturière, quelque chose comme ça. Les métiers, c'est pas les mêmes pour les gars et pour les filles? Je pense pas, non. Pourquoi? Ben, peut-être pas les mêmes. Je me verrais pas en fille en train de dessiner quelque chose, là. Je me verrais pas, moi. Et les filles, comment se voient-elles? Avocate. J'aimerais être avocate. Et si tu étais un garçon? Ben, si j'étais un garçon, je ferais probablement la même chose. Avocate? Oui. Même si j'étais une fille, j'aimerais ça, même faire des affaires que les métiers, que les personnes disent que c'est juste pour les garçons. Par exemple, quel métier on dit c'est juste pour les garçons? Ben, je sais pas, mais... je sais pas si c'est vrai, mais moi, je trouve que dans les gouvernements, puis ces choses-là, il y a plus de garçons que de femmes, puis... ça me dérange pas, mais je trouve que j'aimerais mieux qu'il y ait autant que de femmes que de garçons. Et pourquoi il n'y a pas encore eu de femme première ministre au Québec, d'après toi? Ben, je sais pas, moi, peut-être parce que les hommes, ils sont peut-être plus forts dans ce genre-là pour organiser ou... Pourquoi il y a si peu de femmes en politique, d'après toi? Peut-être parce que les hommes aiment mieux avoir le pouvoir. Le pouvoir des hommes pour ses enfants est déjà inscrit dans les règles des jeux. Aux cartes, un roi vaut plus qu'une reine. Au Canada, le droit de vote n'a été accordé aux femmes qu'en 1918 et au Québec en 1940. Ce n'est qu'en 1993 qu'une femme, Kim Campbell, est devenue première ministre du Canada. Dans toutes les catégories d'âge, les femmes sont plus pauvres que les hommes. À travail égal, les femmes ne gagnent en moyenne que 66% du salaire des hommes. Le pape Jean-Paul II vient de regretter officiellement les torts faits aux femmes au cours des siècles. Il a rappelé que la femme est l'égale de l'homme, sans toutefois donner aux femmes l'accès à la prêtrise. Pas facile d'expliquer ces différences entre les sexes. Et l'étude des cerveaux de femmes et d'hommes n'apporte pas d'explication évidente. Par exemple, le cerveau féminin possède des zones plus denses. Elles ont une activité neuronale jusqu'à 10% supérieure à celle des mêmes zones chez l'homme. Ces zones sont dans le néocortex, une matière grise récente où se font les associations, les analyses fines. Autre exemple, une partie du corps calleux des femmes est jusqu'à 23% plus grand que celui des hommes. C'est vraiment une région très, très, très limitée du corps calleux qui est plus volumineuse chez la femme que chez l'homme. D'accord? Ensuite, le corps calleux, bon, on a tendance à penser que c'est un pont de fibres, donc, qui relie l'hémisphère droit à l'hémisphère gauche et qui permet la communication entre chacun des hémisphères. C'est vrai, mais il peut aussi y avoir non pas seulement une communication, mais aussi une inhibition. C'est-à-dire que le corps calleux peut contribuer à empêcher l'information de passer entre l'hémisphère droit et l'hémisphère gauche. Donc, de dire qu'un corps calleux plus gros va permettre d'emblée une meilleure communication entre les hémisphères, c'est pas prouvé encore. Quand on fait faire des tests de quotient intellectuel à des gars et des filles, il n'y a pas de différence entre les deux. Vous êtes aussi intelligents les uns que les autres. Le cerveau féminin serait-il donc mieux équilibré entre la droite et la gauche, entre la rationalité et l'émotivité? Cette meilleure connexion entre les deux hémisphères du cerveau féminin est peut-être à l'origine de la fameuse intuition féminine. Je veux savoir, parce que j'ai entendu parler que tu avais un côté du cerveau qui était plus masculin, puis l'autre côté du cerveau il était plus féminin. Puis je veux savoir si c'était vrai. Il n'y a pas un cerveau masculin et un cerveau féminin. Mais c'est vrai que chacun des hémisphères est responsable de fonctions très spécifiques
Et puis, ce qui est vrai aussi, en tout cas, ce que les dernières études montrent, c'est que les hommes, en général, utilisent plus leur hémisphère gauche pour faire les tâches verbales, tandis que les femmes ont tendance à utiliser autant l'hémisphère gauche que l'hémisphère droit pour faire les tâches verbales. Donc, il semble que les hommes et les femmes n'utilisent pas leur hémisphère exactement de la même façon. On mettait comme une femme puis un homme dans un scanner, puis il était tout plein d'électrodes, puis on voyait un diagramme à l'ordinateur qui montrait que les filles avaient plus d'activité dans leur cerveau que les hommes. Ça change quelque chose, ça? Peut-être, je vais préciser un petit peu, là, je crois qu'une des recherches dont tu parles, c'est qu'on demande de faire une tâche spécifique à chacun des individus qui passent dans le scanner. On leur demande, par exemple, de générer des mots qui riment, ou bien de dire si deux mots sont pareils ou différents. Donc, c'est des tâches verbales. Hein? Et puis, ce qu'on observe, c'est que le cerveau des femmes va s'illuminer des deux côtés, donc autant dans l'hémisphère gauche que dans l'hémisphère droit, tandis que le cerveau des hommes va s'illuminer seulement du côté gauche, seulement dans l'hémisphère gauche. Ça revient un petit peu à ce que je vous disais tout à l'heure, là, que les femmes utiliseraient plus pour les tâches verbales, les tâches de langage, les deux hémisphères. Donc ça, comment interpréter les données, c'est bien difficile. On pourrait tout simplement dire que quand on demande à quelqu'un de penser à rien, c'est impossible de penser à rien, que les gars vont penser à des choses qui vont plus activer les circuits émotifs, ou actifs, puis les filles vont penser plus à des choses plus raisonnées. Mais ces résultats-là, il faut faire attention quand on les interprète. C'est des données qui sont toutes récentes, on ne sait pas encore qu'est-ce que ça veut dire. Grâce au PET scan, on a remarqué que pour résoudre un problème mathématique, une femme utilise tout son cerveau également, alors qu'un homme fait surtout travailler des endroits spécifiques de sa matière grise. Deux approches différentes donc, mais pour obtenir le même résultat. Ici, à l'Institut de neurologie de Montréal, mais c'est aussi vrai ailleurs, on n'aime pas parler des différences des cerveaux masculins et féminins. Est-ce à cause d'un manque de connaissances scientifiques ou encore à cause des féministes américaines qui s'opposent violemment à ces recherches? Pourtant, n'importe quelle scène de la vie quotidienne souligne les différences entre les sexes. Ah, pas de problème. Oui, j'y serai. Je t'attends là. Une femme, même occupée comme ici au téléphone, reste disponible. Elle est toujours attentive pour ceux qu'elle aime. Écoute, on pourrait aller jouer jeudi matin ou alors vendredi. Michel t'attend. Je ne sais pas si... Est-ce que tu m'écoutes? Veux-tu téléphoner à Jacques? Michel t'attend. Un homme, lui, dès qu'il est occupé, déteste être dérangé. Ce qui est intéressant, c'est que les études chez les animaux nous montrent que les habiletés qu'on retrouve là, les plus marquées chez les humains sont aussi présentes chez les animaux, en particulier pour ce qui est des tâches visuelles. OK? Bon, alors tout à l'heure, on a dit que les garçons étaient meilleurs pour ce qui est de la perception visuo-spatiale, hein? Et puis, par exemple, c'est comme lire une carte routière ou s'orienter ou savoir la droite puis la gauche. Tandis que les filles ont plus le sens de l'observation de ce qu'il y a dans l'environnement. Mais quand on fait les mêmes expériences avec des souris dans un labyrinthe, on observe les mêmes choses que chez l'être humain. On peut manipuler hormonalement, par exemple, chez les souris de laboratoire, juste avant la naissance ou à la naissance, les souris, et avec l'action des hormones sexuelles, donc on rend les souris femelles plus masculines et les souris mâles plus féminins, alors on observe complètement les patrons inverses au niveau de la performance. Les femelles deviennent comme les mâles et puis les mâles comme les femelles dans l'orientation du labyrinthe. Quand tu entends une gang de filles parler, ils vont plus parler peut-être... ils vont parler des gars, mais ils parleront pas de sexe, ben automatiquement. Mais les gars, tu vas plus entendre ça. Comme j'ai un ami, puis la première affaire quand quelqu'un parle d'une fille, est-ce qu'elle est développée? Ce qui est connu, c'est que la testostérone, c'est l'hormone du désir sexuel. Alors, comme les garçons en ont beaucoup plus que les filles, ça peut expliquer pourquoi ils sont un petit peu plus portés sur la sexualité que les filles. Un des noyaux de l'hypothalamus est de fait plus gros chez l'homme et c'est justement là que sont produites les hormones mâles et femelles qui déterminent nos comportements sexuels et sexués.
La testostérone, c'est pas seulement l'hormone du désir sexuel, mais c'est aussi une hormone qui est impliquée dans l'agressivité. Alors, comme c'est les garçons qui ont la testostérone, ça peut aussi expliquer en partie pourquoi ils ont tendance à avoir des réactions un petit peu plus agressives ou un petit peu plus emportées que les filles. Mais il y a aussi peut-être l'éducation qui joue là-dedans. Hein? Faut pas tout mettre sur le compte des hormones. Moi, je pense que le plus bel héritage qu'on peut donner à nos enfants, c'est dans nos comportements à nous, d'abord, en tant que parents, face à eux. Je sais pas, moi, je pense que je suis une femme à homme parce que j'ai eu un père fantastique. Alors, par ce père-là, j'ai pas appris à me méfier des hommes, j'ai appris à les aimer. Il me semble que si les parents, dans leur relation entre eux, c'est là que les enfants doivent prendre un peu de ce qu'ils seront plus tard. En tout cas, moi, c'est ça que je... Ouais, c'est vrai, ce serait comme ça. Essayer de... Ce qui est bizarre, c'est l'inquiétude qu'on peut avoir. C'est comme si les différences étaient en train de faire qu'il y avait des difficultés de communication entre les êtres sexués. Ça, c'est un problème. Mais les différences ne me gênent pas, mais on dirait que ces différences-là sont en train de créer des barrières qui deviennent infranchissables. Il y a toujours une part de nous qui est difficile à dire. Ça, c'est le grand problème, je pense, que les femmes éprouvent face aux hommes, qu'il y a une part dans l'homme qui est plus obscure que chez la femme. Ou en tout cas, qui se révèle moins. Pas parce ils veulent pas, c'est parce qu'ils ne peuvent pas. Tu le vois quand tu élèves 3 enfants. Tu vois que la fille se définit très, très vite. Puis probablement parce que son corps, lui, se définit avant. Puis les gars, ça leur prend beaucoup de temps. Oui, je sais pas d'où ça vient, ça, mais ça semble... Ils veulent pas, dans leur relation avec les filles, ça restera toujours qu'ils ont des tendances très dominatrices. C'est un fait. Mais... bon, c'est ça qu'il faut changer, mais... je sais pas, il faut changer ça, peut-être. Faut changer ça. Tu sais, les hommes ont toujours eu un sens patriarcal de la famille. Ben moi, j'aimerais que mon fils, au Québec, ça a toujours été plutôt le matriarcat qui a régné sur les femmes qui ont eu la conscience de la famille et tout ça. Ben moi, j'aimerais que mon fils ne soit pas un lonesome cowboy, un homme tout seul, puis la famille à côté. J'aimerais qu'il soit partie intégrante de sa famille. Et dans sa relation avec la femme, justement. Je dirais de s'ouvrir à une sorte... s'ouvrir à une sorte de romantisme, dans le fond. Ouais, comme de s'ouvrir le cœur. Ouais, ce serait ça que je lui dirais. Déterminisme biologique ou éducation, le débat n'est pas nouveau et il reste ouvert. Sarah et Étienne sont nés de la même mère au même moment, il y a 12 ans. Mon rêve, ça serait d'être joueuse de soccer, mais c'est difficile. Mais sinon, comme emploi plus ordinaire, ça serait d'être professeur au primaire. Il n'y a pas beaucoup de garçons qui auraient fait être professeur. La famille Ostigui, c'est le père, Serge, la mère, Françoise, le fils aîné, Francis, et les jumeaux à qui on a bien veillé, dès leur naissance, à donner exactement la même éducation. Les premiers mots qu'ils ont dit, et à quel âge c'était? Un petit peu plus qu'1 an, autour d'1 an. Les mots usuels, je pense. Maman, papa. François saurait mieux dire que moi. Les premiers mots, c'est Sarah qui a parlé et c'était papa. Avec Étienne, baragouilait Sarah, puis Sarah interprétait ce qu'Étienne disait. Et jusqu'à ce qu'on aille consulter une orthophoniste à 4 ans, puis elle m'a dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle à sa place? Et j'ai réalisé qu'effectivement, ça allait plus vite quand Sarah m'expliquait. Elle a dit, maintenant, c'est ça, il faut qu'il se débrouille pour se faire comprendre, parce que sinon, il va arriver à la maternelle, puis ils ne seront pas nécessairement ensemble. Lui, il est plus fort en maths, puis moi, je suis plus forte en français. Je suis pas bonne en anglais, mais... Bon, au niveau scolaire, académique, elle va plus être perfectionniste, mais au niveau académique, la façon de travailler, Étienne est très expéditif. Et puis, si on va en voyage, ben, c'est elle qui fait un carnet de bord ou... c'est différent à ce niveau-là, le besoin de souligner les anniversaires, penser à remercier, penser à écrire des mots. Elle m'emprunte un chandail, puis je retrouve sur mon oreiller le soir, c'est gentil Françoise de m'avoir prêté ton chandail, je te remercie.
Alors, des choses spontanées comme ça. Toi, tu n'écris pas des petits mots quand on prend quelque chose? Je dis juste merci. Beaucoup de garçons que je connais, ils ont la misère, là, ils sont pas capables d'écrire, là, vraiment. Et comment t'expliques ça? Ils n'osent pas écrire ce qu'ils pensent, peut-être, là. Ma sœur, peut-être, elle va demander de l'aide, tandis que mon frère, lui, il va plus être individuel, il va falloir que ce soit lui qui trouve la solution. Ma sœur, elle pleure facilement. Quand son hamster est mort, là, tout, comme la plupart des hamsters qu'elle a eu sont morts, elle pleurait tout le temps. Je pleure pas comme pour rien, là, mais... Ben, il pleure pas, il est bouleversé. Même des fois, il vient malade, il fait genre des gastro là, à cause de quelque chose, à cause d'un stress. Aucun gars va vouloir pleurer en public. Avant, là, ben, c'était plus pire parce qu'il y avait plus de différence entre les hommes et les femmes. Comme les hommes, ça pouvait pas pleurer. Les gars, c'est pas supposé de pleurer que... Mais j'ai jamais compris ça, là. Ben, comme mon père, je l'ai déjà vu pleurer. Puis, comme, c'est normal, là. Puis mon père, il a beaucoup ses sentiments. Puis, je trouve que c'est mieux qu'avant. Pleurer, pour un gars, c'est souvent, tu te fais dire, un gars, ça pleure pas. C'est la grosse mentalité. Bon, ça a peut-être changé, là, mais c'est encore quelque chose, bon... un garçon va avoir une plus grande résistance à la douleur physique ou psychologique. Comme on sort pas nos émotions, on reste peut-être plus renfermé. I will forever be proud of my son. Il y a deux sortes pour pleurer. Mettons, tu pleures parce que ça te fait mal. Parce que t'as reçu un coup, tu pleures parce que t'as perdu quelqu'un ou c'est pas la même affaire. Après la pause, un test où les hommes gagnent à tous les coups. Au départ, il y a la nature, pure et parfaite. On n'y ajoute rien, on n'y enlève rien. Il n'y a qu'un seul jus de Tropicana. Laissez Métro vous emporter vers la nouvelle année. Le concours Bye Bye 95 de Métro vous donne la chance de gagner l'une des 35 croisières pour deux et de passer le jour de l'an dans les Antilles. Vous pourriez aussi gagner un nouveau prix chaque semaine dans votre magasin Métro et l'une des 5 croisières du printemps pendant le Bye Bye 95. Laissez-vous emporter dans le concours Bye Bye 95 de Métro. Bonne participation dans la circulaire Métro, le Journal de Montréal, le Journal de Québec et Éco-Vedette. En allant chez le concurrent pour ma ligne 800, je me suis vraiment trompée. Mon nom est Sophie Côté des peintures industrielles Glass Shield. Le concurrent nous a promis qu'on ferait des économies d'argent considérables, mais lorsqu'on vérifiait avec nos factures au fil des mois, on s'est aperçu qu'il n'y en avait pas d'économie. Je devais recevoir à tous les mois un minimum d'appels, et quand je rencontrais pas ce minimum-là, j'avais jamais droit au rabais. Bien sûr, tous ne vivent pas de tels problèmes. En revenant chez Belle, Sophie Côté profite d'économies s'ajustant à son volume d'appels. On a perdu notre temps, puis on a perdu notre argent. Voici du nouveau. L'Anipousse, l'argile qui pousse. C'est plaisant et facile. Mouillez votre Anipousse, étendez les graines, arrosez-le et regardez-le pousser. Cultivez une collection de joie avec votre Anipousse. Chiots, chats, tortues, lapins, plus les nouveaux Anipousse. Grenouilles, cochons, hippos. Et les arbres, demandez-les. L'argile qui pousse. Anipousse est disponible chez Zellers, Kmart, Eaton et les quincailleries participantes Truval. Ici Fernando pour Enjeu. Cette semaine, pêche-t-on du poisson ou du poison dans le Saint-Laurent? Autre question alarmante, la Charte des droits de l'homme protège-t-elle de dangereux criminels? Situation frustrante pour nos policiers. Lundi, 21h. Une fortune engloutie. On me dit que mon antenne, je peux la faire brûler. Dans une technologie dépassée. Ça va être transféré en numérique. Perdu dans l'espace. On est pris en otage. À la facture, mardi, 19h30. C'est un peu l'équivalent du problème de tout à l'heure, mais appliqué à la dimension verticale de l'espace. Alors, l'école polytechnique, très longtemps un fief masculin, parce qu'on croyait que les filles n'étaient pas bonnes en sciences et en technique. Les hommes, c'est prouvé,
sont généralement meilleurs que les femmes pour situer des objets dans l'espace. Mais si les femmes suivent des cours en génie, en architecture, en physique et en informatique, peuvent-elles faire aussi bien que les garçons? La psychologue Michèle Robert s'est posé la question. Elle a testé plus de 1400 étudiants de facultés différentes. Pour nous, elle a refait l'exercice avec ce groupe de Polytechnique. Vous pouvez faire un des tests chez vous à la maison. Imaginez le pôle droite de votre écran rempli de liquide et tracez-en le niveau. Habituellement, les hommes réussissent mieux cet exercice que les femmes qui sont de culture et d'éducation identiques. On y ajoute le liquide pour bien voir le niveau. Le niveau de liquide, il est toujours horizontal, il est toujours parallèle au sol. Quelle que soit la forme du contenant, quel que soit l'angle d'inclinaison, c'est toujours horizontal. Et les performances des filles et des garçons de Polytechnique, par exemple, par rapport à des garçons et des filles en psychologie ou en sociologie, qu'est-ce que ça donne? Quelle que soit la catégorie de discipline, que ce soit des sciences naturelles, des sciences sociales ou les lettres et arts, partout, les hommes réussissent mieux que les femmes. Moi, je m'attendais, mon attente, c'était vraiment que dans les sciences naturelles, j'allais éliminer la différence de sexe. Que ces femmes-là, si elles vont dans ces secteurs-là, c'est parce que la matière, les matières qui sont en cause les intéressent, qu'elles ont des aptitudes pour bien s'y retrouver, être à l'aise là-dedans, et que donc, j'aurais absolument pas de différence de sexe dans les disciplines des sciences naturelles. Pas du tout. Dans la manière de voir les choses dans la vie de tous les jours, vous diriez que les garçons et les filles, c'est un peu différent ou c'est beaucoup différent? En étant impoli ici, j'imagine qu'on vit un certain féminisme parce que non, c'est une job probablement non conformiste, point de vue qu'on va devenir ingénieur, puis que, bon, c'est pas dans les jobs traditionnels, rien, mais bon, c'est ce qu'on aime faire, c'est ça qu'on veut faire, ben tant mieux, on le fait, puis je veux dire, c'est en partie, c'est accéder à l'égalité, c'est faire, ben écoute, c'est pas parce que tu es un gars que toi tu peux faire ça, puis que moi je suis une fille puis je peux pas le faire, c'est juste, on vit plutôt un certain féminisme qui est pas un féminisme enragé. C'est pas que les femmes qui vont vous dire, quand ils sont sur le marché du travail, il y a des différences encore, ça existe, puis que c'est pas parce que tu as une... Pour voir le changement, il faut attendre plus longtemps que ça. Ouais. Ici, à Polytechnique, est-ce que les filles se font charrier? Est-ce qu'il y a des mauvaises plaisanteries? Oui, il y en a des jokes sexistes, c'est certain, c'est une gang de gars ensemble, mais c'est pas dégradant. C'est comme... Ouais, je veux dire, ils font des jokes plates, féministes. Oui, je suis féministe parce que je le vis à tous les jours, finalement, puis... Dans une génération plus ouverte, par exemple, parce que les filles ont les mêmes options que les garçons, pour apprendre à se parler si on veut travailler ensemble, à ce moment-là, on a encore les ombrages du passé là, qui nous disent un homme c'était ça, mais là si tu fais ça encore, là tu te fais traiter de sexiste puis de macho ou de quoi que ce soit. Chez nos ancêtres préhistoriques, l'homme recherchait la fertilité, la femme la sécurité. Est-ce que ça a changé chez ces ingénieurs rationnels et méthodiques? Quand on dit l'homme ou la femme idéale, la qualité première, là. Moi, c'est quelqu'un qui est vif d'esprit, qui est capable de prendre ses décisions, qui m'aide pas mal aussi dans mes décisions aussi. Des fois, j'ai de la difficulté à prendre des décisions, mais j'ai aussi quelqu'un qui est pas trop dépendant de moi, qui peut bouger aussi quand je suis pas là, qui est capable de se débrouiller. Ce que je recherche, c'est la force de caractère, quelqu'un qui se tient, quelqu'un qui a de la volonté, puis quelqu'un qui est capable d'accomplir ce qu'il a envie de faire. Pour moi, c'est ça, c'est bien important. Pour moi, ce qui est très important, là, c'est quelqu'un qui a de l'ambition. C'est quelqu'un qui veut relever sans arrêt des défis, qui veut aller loin, qui aura toujours quelque chose à apporter, là, qui quand on aura 60 ans, puis on sera encore ensemble, il va encore me parler d'un truc là, qu'il va faire, puis que ce sera encore infaisable. Puis tout le temps relever des défis. Là. Pour moi c'est important. Là, c'est comme ça que je veux vivre, c'est comme ça que je vis. Je suis exigeante envers moi-même par rapport à ça, puis je serai exigeante envers quelqu'un. Donc, je veux pas quelqu'un qui à 35 ans va me dire, ben là, on va stagner, là, puis on va travailler, puis je veux quelqu'un qui a des idées puis qui va de l'avant. C'est très important pour moi. Plus que tout, là, je pense que c'est ça la priorité. Bon, quand j'ai des relations avec des personnes, quand ça va bien, ça va bien. Des fois, ça va mal, ça va mal. Fait que dans ce temps-là, on regarde ailleurs. Là, Je veux pas nécessairement que ça soit une déesse, n'importe quoi. Je veux qu'elle ait du charisme. Tu sais, comme quand je la regarde, je suis toute... Oui, je la trouve belle. On est très différents, mais tu sais, tellement complémentaires, ça va, que tu vois pas la différence, puis ça va bien dans les relations. Là. J'aime beaucoup aussi chez une fille la douceur. Avoir de la... Oh, ben quand même!
La tendresse, la douceur, j'aime beaucoup ça. Puis, bon, qu'une fille soit charmante et charmeuse, ça fait pas de tort. L'homme et la femme sont différents. L'homme veut régler ses problèmes seul. La femme, elle, veut communiquer. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va. Mais ce qu'il veut vraiment dire, c'est... J'ai un problème, mais je veux le régler tout seul. Mais comme la femme interprète mieux les expressions du visage, elle sait que ça ne va pas. Je le vois bien que t'es préoccupé. Je voudrais t'aider. Qu'est-ce qu'il y a? C'est rien. L'homme chasseur entend. T'es incapable de régler tes problèmes tout seul. Et il se referme encore plus. Arrête de me poser des questions. Je suis capable de m'en sortir tout seul. Ça va? T'es sûr? Je pourrais peut-être t'aider. Je suis très bien. Pourquoi on n'est jamais capable de se parler? Qu'est-ce qui va pas? L'espèce de silence dans lequel souvent les hommes s'enferment. Le manque de... La difficulté que beaucoup d'entre eux ont à entrer en contact avec leurs émotions, à les exprimer à l'intérieur d'une relation de couple, à l'intérieur de leur relation professionnelle aussi. Je pense qu'en ce moment, il y a vraiment chez les... Nos gènes, nos hormones font de nous, les hommes, des êtres sexués. Mais si nos comportements changent, nos attitudes aussi, alors les lois de l'évolution devraient, avec le temps, nous transformer corps et âme. Je pense que génétiquement, pratiquement, je suis un pourvoyeur. OK? Moi je pense que j'ai traversé l'autre bord de la clôture à ce niveau-là. Je me sens plus... je me sens plus infériorisé parce que je gagne moins que ma blonde ou parce que ma blonde aurait un métier plus payant que le mien. T'sais. Mais je pense que si je travaillais pas et que ma blonde me faisait vivre ça dur. C'est un peu tabou, mais c'est vrai que dans notre société, un gars qui a de l'argent, il a des blondes. Ben, c'est plus facile de pogner. Mais une autre image qui est souvent mise de l'avant quand on parle des hommes, c'est que nous autres, on est capable de tout faire tout seul. Pas besoin de personne, je suis capable de m'occuper de moi tout seul, pas besoin de personne. C'est tout à fait faux, ça aussi. Je pense qu'il y a eu des moments dans ma vie où j'éprouvais rien. Puis ça, je pense que c'était une valeur très masculine. On donne un bon coup de poing, ça fait pas mal, c'est correct. Non, ça fait mal. Puis j'haïs ça quand tu fais ça. Moi, je recouvrais une noblesse en quelque part, en étant avec d'autres gars, en les entendant parler, en échangeant avec eux autres, de l'affection aussi, puis tout ça. Moi, je vis une relation homosexuelle, par exemple, et je me rends compte que dans ma relation de couple, quel est le blocage qui est là, qui est le plus important, c'est vraiment la question de la communication. On a rencontré un groupe de dames d'un certain âge, et l'une d'elles nous a dit que les hommes, finalement, ce qui les intéresse, de l'adolescence jusqu'à très, très tard, c'est principalement le sexe. Oh, tout à fait. Faut performer. Non, moi, je dis non avec ma tête, mais dans mes comportements, je suis encore pris là-dedans. Puis je l'avoue humblement. La drapnigo là-dedans, c'est qu'il y a un plaisir à performer aussi. Il y a du fun à y avoir là-dedans. J'ai du fun à performer. Ma blonde, elle aime ça quand je performe aussi. C'est tout ça qui est compliqué aussi. Hein. C'est pas simple. C'est sûr que, par exemple, dans le vécu homosexuel, le rapport au corps est très important. Moi, je sais que personnellement, j'ai un peu de misère avec ça. Je trouve que ça tient une place absolument incroyable. En même temps, ça fait partie de la culture homosexuelle. C'est très, très fort. L'homme préhistorique voulait absolument essaimer ses gènes pour être sûr d'avoir une progéniture. L'homme moderne a-t-il toujours la même obsession? Moi, j'ai toujours prétendu que la première allumette ou la première flamme qui existe quand je vois une femme, c'est physique. Je pense que c'est comme ça que ça se passe. C'est physique. Je suis attiré physiquement ou je suis pas attiré physiquement. Pourquoi il y a tant d'hommes aujourd'hui qui se font stériliser? Est-ce que ça enlève quelque chose à la masculinité, ça? Ça n'a rien enlevé à ma virilité sexuelle. Dans le fond, ça n'a rien changé à ma virilité sexuelle. Psychologiquement, chez moi, ça a eu un impact majeur pour plusieurs années, où je me suis senti peut-être diminué en tant qu'homme, suite à cette petite opération-là.
c'est mon expérience à moi. Je me suis même ramassé à un moment donné dans le bureau d'un neurologue pour dire, écoute, y a-t-il possibilité de retransformer ou de retourner? Aujourd'hui, après un certain temps, là, ça fait quelque chose comme 14-15 ans, c'est bon. Mais j'ai dans le fond de moi-même le regret quand même de ne pas avoir été capable de mettre au monde après, tu sais. Mais ça, là, c'est très personnel, mais en quelque part, ça m'a touché. Concrètement, aujourd'hui, un homme, qu'est-ce qu'il attend d'une femme? Ce qui m'attire beaucoup, moi, chez une femme, c'est sa féminité. Je suis très touché, moi, par la féminité d'une femme. Et quand je parle de féminité, je parle, bon, d'une capacité d'intuitivité ou d'une capacité, à un moment donné, d'être à l'aise avec son intuition, tant par rapport à moi que par rapport à elle. Je pense que le plaisir de l'homme, c'est tout son corps, puis c'est surtout sa capacité de s'émerveiller, tu sais, puis d'entrer en relation avec les autres. J'ai pas envie d'être un pénis, ça me tente pas, tu sais. Je suis plus le gars comme ça qui est toujours prêt, puis ça me tente pas. Moi, dans mon cheminement, je suis parti de l'homme très macho. Je suis allé vers l'homme rose. C'est peut-être ça, la réponse, à un moment donné, mais j'ai pas trouvé là de réponse. Ça fait que je suis retourné vers l'homme un petit peu plus macho pour m'arrêter au centre. Et pour me sentir content de la différence, content d'être différent. Mais en même temps, savoir que je suis accepté dans ma différence par les femmes. Quand je suis avec une fille, je suis pas nécessairement toujours avec une fille en train de séduire et en train de vouloir. Je suis avec un être humain. Je pense que les gens de notre génération reviennent vers ça. Vivre la différence. T'es sûr qu'on n'est pas perdu? Non, ça doit pas être très loin là-bas. Regarde, il y a une maison là-bas, si on s'informait. Ah non, c'est pas nécessaire. Viens. Bon, ça ne fait rien, mais on est perdu. Mais non! Vas-y. Je te dis que non. Regarde, il y a des chiens. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Au beau dimanche, la semaine prochaine, le prix du gouverneur général pour les arts de la fin de 1995 rend hommage, entre autres, à Paul Hébert et Denis Arcand, avec une invitée spéciale, Ginette Renaud, une soirée animée par André-Philippe Gagnon. Puis, le 17 décembre, le show Le Refuge. Dan Bigra est entouré de nombreux artistes, dont Luce Dufault, qui nous éblouit avec son interprétation Le Monde est Stone. Et Patrick Normand nous chante le blues Nightlife. Et le film Le Jardin oublié nous illustre la vie et l'œuvre d'Alice Guy Blaché, la première femme cinéaste au monde. À voir la semaine prochaine au beau dimanche, le prix du gouverneur général qui rend hommage à 6 artistes canadiens. Bonsoir et à bientôt. Ici Radio-Canada. Les achats de Noël causent un réel problème à l'ONU. Organisation du Noël universel. Des bons meubles à bon prix, impossible. Oh, la livraison, c'est rendu que ça coûte un bras. Eh bien, chez nous, le problème est réglé depuis longtemps. Accessoires et meubles d'appoint s'avèrent des cadeaux appréciés du temps des fêtes. Ameublement Tanguay vous assure de leur qualité au meilleur prix. Ouch! Le lave-vaisselle Général Electric fait partie de la fête. Disponible noir ou blanc à 529 $, livré gratuitement chez vous. Saviez-vous que Tanguay Électronique est le plus important fournisseur du Père Noël? Avec entre autres ce téléviseur RCA 26 pouces, 479 $. Et pour le paiement, on se reverra l'an prochain.
Ameublement Tanguay. Pour un Noël mémorable. Les Affaires, une présentation de CKTM Télévision. La semaine dernière, les cinéphiles étaient heureux et nombreux lors de l'inauguration de 4 nouvelles salles haut de gamme au cinéma Fleur de Lys du Carrefour Trois-Rivières-Ouest. Le cinéma Fleur de Lys, maintenant 9 salles de projection, le plus grand centre cinématographique de la Mauricie. Lundi au vendredi, 18h25, à CKTM Télévision. C'est quoi le problème, les filles? Vous êtes trop méfiantes. Je sais pas si c'est génétique ou hormonal. Nanana. Heureusement, les contraires s'attirent et ceux qui se ressemblent s'assemblent. C'est la vie. Dans 4,5, lundi 19h. CKTM Télévision, de tout pour faire un monde. Toute une bombe au forum, le gardien vedette Patrick Roy quitte le Canadien. Lucien Bouchard, à ses militants, le Bloc doit rester à Ottawa. Sommet de la francophonie, les droits de la personne divisent les membres. Et au point, la réforme de l'assurance chômage avec les ministres Lucienne Robillard d'Ottawa et Louise Arel du Québec. Le téléjournal, avec Maxence Bilodeau. Bonsoir. Les colonnes du Temple ont tremblé aujourd'hui au Forum. Le gardien vedette du Canadien, Patrick Roy, a été remercié de ses services. Roy est suspendu indéfiniment, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'une transaction soit conclue avec une autre équipe. C'est que le directeur général du Canadien, Régent Houle, n'a pas du tout apprécié son attitude lors de la défaite de 11-1 infligée hier à son club. Patrick Roy a fait voir sa colère lorsqu'il a été retiré du match. Il s'est présenté au banc en déclarant à son patron Ronald Corré qu'il venait de jouer son dernier match dans l'uniforme du tricolore. Une situation inacceptable selon Régent Houle qui dit avoir été obligé de choisir entre son joueur vedette et le bien de son équipe. Pour le bien de l'organisation et également de Patrick Roy, nous en sommes venus à la conclusion qu'il était le temps de se séparer. Pour moi, l'équipe passe avant les individus. Évidemment, il s'agit d'une nouvelle qui a tout un impact. Pour nous en parler, j'ai rencontré un peu plus tôt mon collègue du service des sports, Stéphane Langdo. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Maxence. Vraiment, Patrick Roy, c'était le joueur vedette du Canadien. Absolument, Maxence. Il allait disputer sa 11e saison dans l'uniforme du Canadien. Il a 30 ans. Ça avait été un choix de 4e tour du Canadien en 1984, une année qui avait été faste pour le Canadien côté repêchage avec les acquisitions de Petr Svoboda, de Shane Corson, de Stéphane Richer, entre autres. Il a remporté 2 Coupes Stanley, Patrick Roy, en 86 et 93, et 2 fois, il a remporté le trophée Conn Smythe qui est remis aux joueurs le plus utile des séries. Il a également remporté 3 trophées Vizina comme meilleur gardien de la Ligue nationale en 89, 90 et 1992. Il incarnait vraiment l'image du Canadien de Montréal. Depuis 86, c'est lui qui incarnait l'excellence chez le Canadien de Montréal. Et d'ailleurs, après la conquête de la Coupe Stanley en 1993, Serge Savard, qui était à l'époque directeur gérant du Canadien de Montréal, lui avait consenti un contrat de 16 millions de dollars pour 4 ans, donc 4 millions par année, ce qui faisait de lui, en 1993, et toujours, à l'heure actuelle, le joueur le mieux payé de l'histoire du Canadien. Côté marketing, c'était très bon, là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y avait des tensions déjà avec la direction du Canadien? Oui, depuis la nomination de Régent Houle et de Mario Tremblay, on sentait qu'il y avait un malaise dans l'équipe, et ce malaise a finalement explosé hier lors de cette dégelée du Canadien de Montréal 11-1 face au Red Wings. C'est entre Mario Tremblay et Patrick Roy. Oui, parce que lorsque Jacques Demers était l'entraîneur du Canadien, il était un petit peu le chouchou de Jacques Demers. Lorsque Mario Tremblay a pris la barre de l'équipe, il lui a dit « Patrick, tu ne t'occupes plus d'équipe, tu t'occupes seulement de garder les buts. » Et pourquoi Patrick Roy était si fâché hier quand on l'a retiré du match?
Sûrement parce qu'il aurait aimé être retiré après la première période et que Mario Tremblay lui a dit non, tu vas continuer en deuxième période. Et là, vraiment, après le 9e but, ça a explosé. Il est revenu au banc. Il a vraiment insulté. C'est vraiment un affront là, au président de l'équipe, Ronald Coré. Et le président du Canadien a toujours son siège derrière le banc du Canadien depuis 70 ans. Et c'était la première fois qu'on voyait un affront du genre. Là. Merci beaucoup, Stéphane. Merci, Maxence. Lucien Bouchard du Bloc québécois et Jean Charest du Parti progressiste conservateur étaient tous deux à Montréal pour participer à des activités de financement. Jean Charest a exhorté Lucien Bouchard à s'attaquer à la réduction du déficit s'il devient premier ministre du Québec. Quant au rassemblement bloquiste, il avait des allures de cérémonie d'adieu pour Lucien Bouchard. Le chef bloquiste affirme que le parti doit demeurer à Ottawa. Geneviève Rossier. Les conservateurs n'ont que 2 députés en chambre, mais ils avaient bien du monde ce matin à leur brunch montréalais. Jean Charest avait quelque chose à dire sur Preston Manning. Alors, s'il y a quelqu'un qui voulait ravir le titre de croque-mort en chef, Preston Manning a sauté là-dessus. Et sur Jean Chrétien, qui l'accuse d'être déconnecté du Canada d'aujourd'hui avec sa proposition de veto. Mais ce n'est pas avec eux que le chef conservateur voulait croiser le fer aujourd'hui. Et j'exhorte Lucien Bouchard aujourd'hui à prendre un engagement d'équilibrer les budgets des finances du gouvernement du Québec et de le faire dans un échéancier précis et de ne pas continuer à dépenser sur le dos des générations à venir. Et si Lucien Bouchard occupe l'esprit de Jean Charest, lui, ne semble pas occuper celui de Lucien Bouchard, qui s'est lancé dans un tout autre genre de discours aujourd'hui. C'est de me rappeler combien j'ai été fier ce soir. C'est déjà beau. On l'accueille. Dans des circonstances comme celle-là, et Demers le fait avant Mario, Burns le fait avant Demers, etc., l'instructeur donne toujours, il pose toujours un geste amical envers le gardien pour lui dire, ben écoute, ça n'a pas bien été, mais ça va aller mieux la prochaine fois, etc., pour l'encourager un peu. Alors que samedi, c'était tout à fait le contraire. Mario a fixé Patrick du regard comme s'il voulait l'écraser, comme si c'était un adversaire. Et ça, j'ai vraiment pas compris pourquoi il avait posé un tel geste. Imputez-vous la faute à la direction de l'équipe? J'impute la faute à personne. J'arrive pas à m'expliquer, j'arrive pas à m'expliquer pourquoi avoir affiché une telle attitude de mépris à l'endroit de Patrick. Je le comprends pas. Est-ce que Patrick vous a rejoint depuis ces événements? Oui, on s'est parlé à 2 reprises. Hier matin, on s'est parlé hier soir tard également. Comment il réagit, Patrick? Qu'est-ce qu'il vous a dit, Patrick? Il est abattu ou il se dit, c'était le temps de passer à autre chose, je m'en vais ailleurs, ça finit là? Oui, c'est ça. Patrick, c'est un gardien de but. Alors, il est habitué d'analyser vite les situations puis prendre ses décisions. Et je pense que quand il a vu le visage de Mario en sortant du match, il a compris que c'était fini pour lui à Montréal. Et dès cet instant, il a décidé de tourner la page. Et c'est sûr qu'il est triste de terminer sa carrière dans des circonstances comme celle-là à Montréal. Mais d'un autre côté, il se doit de tourner la page, d'être réaliste et espérer se retrouver dans une équipe où il pourra terminer sa carrière de façon agréable. En 15 secondes, M. Roy, déçu, vous, comme père, de voir Patrick Roy quitter le Canadien et la dynastie et puis les bons, ce qu'il a vécu là? En 15 secondes, mes sentiments sont partagés. Triste de voir que des carrières à Montréal se terminent dans des circonstances aussi bêtes. Mais d'autre part, soulagé de voir qu'il pourra peut-être rejoindre une équipe dans un contexte où il sera peut-être plus facile pour lui de terminer sa carrière. Merci infiniment, M. Roy, de nous avoir parlé. Hein? Ça fait plaisir, M. Paradis. C'est important. Merci. Au revoir. Michel Roy, le père de Patrick Roy, que l'on a rejoint en direct de Chicago. Vous avez compris ce que ça peut être quand on est papa, de vivre ça également. Bon, je vous ai promis de prendre des appels et d'en prendre pas mal. On a le temps, juste avant de la pause, d'en prendre peut-être 2 ou 3 avec mon principe du 30 secondes. On y va tout de suite, on parle à Michel qui nous appelle de Valleyfield. Salut Michel. Bonjour. À vous, votre réaction, je viens de partir le chrono. Moi, je pense qu'il aurait dû sortir après la première période pour commencer. Parce que 5 buts, il aurait dû embarquer peut-être Jovanovski, puis embarquer peut-être après, s'il aurait scoré des buts. Puis il n'y a pas de défensive, cacher des défenseurs. S'il y avait des meilleurs défenseurs, ce ne serait pas la même chose peut-être. Êtes-vous déçu de cette décision? Très déçu. Merci beaucoup. Merci Michel. On s'en va avec Denis qui nous appelle de Wharton. Bonjour, Denis. Bonjour. Déçu et comment réagissez-vous? Je suis très déçu. Puis je voudrais commencer par dire que ça faisait 22 ans que j'étais partisan du Canadien. Mais à voir comment ils ont mis le joueur vedette dehors du forum comme Guy Lafleur, Larry Robinson, Guy Carbonneau. Je pense que je vais suivre Patrick où ce qui s'en va. Puis j'espère qu'il y a beaucoup de monde qui vont le faire. J'espère que Patrick va revenir au forum dans la série pour éliminer le Canadien. Vous en voulez à qui? J'en veux pas mal à Mario Tremblay. Je pense que
passait de quoi déjà là, avant que ça se déclenche samedi soir. Merci beaucoup, Denis. Merci. On veut vous respecter à la lettre le temps que l'on s'est donné. On s'en va à la pause. Au retour, le bloc complet. Vos réactions sur le principe du 30 secondes. On va se parler pas mal. Découvrir la mode du travailleur sportif, c'est découvrir le style et le look qui vous conviennent, qui vous collent à la peau. C'est de plus découvrir qu'en achetant maintenant un manteau, le travailleur sportif paie les taxes pour vous. Le travailleur sportif partout en province. Un cadeau signé JM. Pour Noël, misez juste avec nos suggestions d'objets décoratifs. Pour Noël, faites-lui plaisir. JM Textile, c'est plus que des textiles. Pour Noël, offrez-lui l'amour et l'humour avec un billet de spectacle à la salle J. Antonio Thompson. Stéphane Rousseau. Pierre Légaré. Fait que là, pour pas avoir l'air d'un cave, tu fais semblant que tu répondais à quelqu'un qui est en arrière. Alain Morisseau et Sweet People. Richard Séguin. Henri Dess. Pour Noël, faites-lui plaisir avec la salle J. Antonio Thompson. Fort Boyard, forteresse de la peur. Derrière les murs, l'inconnu. Manon Réau et André Robitaille se chauffent les ménages. L'expérience ultime. Fort Boyard, ce vendredi 19h à TVA. Boris et Natacha, les espions les plus cruels, les plus rapides. Je les ai repérés. Les plus discrets. Avec eux, tout est réglé au quart de tour. Boris et Natacha, en primeur ce vendredi 20h à TVA. Et à 22h, l'information de tous les instants au TVA Édition Réseau. Marie découvre un château à l'inconnu. Je vais bientôt mourir. Un jardin. Triste. Seul. Et gris. Oh, calmez-vous, calmez-vous. Des fleurs bleues, des fleurs roses, des fleurs pourpres. Marie! Pour ses amis, elle réinvente la vie. Tu vas y arriver. Laissez-vous raconter Le Jardin Secret. En primeur ce samedi 20h30 à TVA. Découvrir la mode du travailleur sportif, c'est découvrir le style et le look qui vous conviennent, qui vous collent à la peau. C'est de plus découvrir qu'en achetant maintenant un manteau, le travailleur sportif paie les taxes pour vous. Le travailleur sportif partout en province. Un cadeau signé JM. À Noël, surprenez-les avec des cadeaux uniques signés JM. À Noël, choisissez la fantaisie avec JM Textile. JM Textile, c'est plus que des textiles. Je le sais pas. Il y a quelqu'un qui m'a fait intervenir. Avez-vous une conscience à un moment donné que ça allait durer éternellement? Oh oui, à un moment donné, dans ma cellule, à l'hôpital, j'ai pensé que c'était la fin. Ils ont même fait jouer mes disques dans les corridors. Pourquoi qu'on m'a amené là? Avec le traitement de choc ou la lobotomie, on avait de temps en temps de bons résultats. Alice Roby au match de la vie ce mardi 20h. Il y a quelqu'un qui m'envoie « Tremblay a eu ce qu'il voulait » en mettant la faute sur la direction de l'équipe. Et s'il y avait un peu de vrai là-dedans, je m'explique. Lorsque Demers est retiré, donc, comme entraîneur-chef, Patrick Roy, très près de Demers, réagit ainsi. Moi, Jacques Demers, j'ai eu une relation extraordinaire avec lui, puis c'est probablement le genre de relation qu'il ne pourrait peut-être jamais revivre avec un entraîneur. Et puis, j'ai adoré jouer sur ses ordres. Et comme j'ai dit, il restera toujours pour moi mon coach. Il restera toujours mon coach, mais il y en avait un autre là, maintenant. Est-ce que c'est ça le regard? Est-ce que c'est ça le pouvoir? Vos réactions continuent. On parle cette fois à Rénal qui nous appelle de l'Abitibi. Salut Rénal. Salut. 30 secondes à vous. Moi, je dis que Mario Tremblay aurait dû retirer Patrick Roy après la première période. Parce
que moi, là, Patrick, en tout cas, je l'appuie à 100%. Puis moi, je dis qu'il n'était pas préparé d'avance. C'est que c'est sûr qu'il y avait mieux Jacques Demers, mais je crois que Patrick a bien réagi. Puis moi, ça restera toujours mon idole, peu importe avec quelle équipe qui va jouer. Puis je suis persuadé que Patrick a un bon moral comme son père, puis il va y aller. Merci, Rénal. Hein, ce que Rénal dit, là, ça rejoint un peu les propos du père également quand il dit qu'il n'était pas préparé. On parle à Marie-Hélène qui nous appelle de Montréal. Bonjour, Marie-Hélène. Oui, bonjour. C'est à vous, Marie-Hélène. Moi, je suis pas une grosse fan des Canadiens, mais mon commentaire, c'est que ce que je vois, je me dis, Patrick Roy, c'était un petit peu le protégé de Jacques Demers. Et puis là, depuis un bout de temps, c'est plus lui qui est là, c'est Michael Tremblay. Puis il y a peut-être eu une accumulation de conflits quelque part, puis ça a peut-être débordé. Puis, je sais pas, il a peut-être été... Il est toujours... Moi, d'après moi, c'est que Patrick Roy a été un petit peu privilégié. Puis là, il était comme mis égalité avec les autres joueurs, puis il l'a pas pris. Puis c'est un enfant gâté, puis je sais pas. Ah ben c'est ça que je voulais vous entendre dire, votre opinion. Il jouait à la vedette, selon vous. Ben moi, je trouve que c'est un enfant gâté, puis immature, puis avec sa petite stepette de son petit arrêt d'hier soir, là, je trouve ça un petit peu... Dommage. Oui. Merci, Marie-Hélène. Bienvenue. Je parle à Michel qui nous appelle de Laval. Salut, Michel. Bonjour. Votre réaction à vous? Ben, moi, je trouve que le temps, il était dû de le changer pour faire changer des... Ça vous déçoit pas? Non, non, pas du tout. Pour vous, c'était à venir de toute façon. Fallait que ça se fasse. Ah oui, il fallait que ça se fasse. Même qu'est-ce qu'ils ont fait avec le coach puis l'administration, là, ils ont tout bien fait, là. Alors, ça va donner une meilleure équipe. Oui. Merci, oui. Michel. Merci. Hermine nous appelle de Caraquette. Bonjour, Hermine. Bonjour. Comment vous réagissez à ça, vous? Très déçu. Expliquez-moi. Mais j'adorais Patrick. Puis, je ne sais pas, depuis que c'était Mario Tremblay, ça semblait pas marcher tellement bien. Parce que, je ne sais pas, peut-être parce qu'il n'avait pas autant sa place qu'il avait auparavant. Je ne sais pas. Je l'aimais bien, en tout cas. Il reste 5 secondes. Vous me dites que vous êtes déçu, c'était votre idole. Est-ce que vous êtes déçu du geste qu'il a posé? Lui en voulez-vous à Patrick? Non, pas du tout. OK. Alors, déçu de la direction. C'est ça, parce que je crois que ça ne marchait pas très bien avec Mario. Merci, Hermine. Merci, bye-bye. Bonjour, Jean de Caraquette également. Donald nous appelle de Montréal. Salut, Donald. Oui, bonjour. À vous, le 30 secondes. Bon, moi, mon opinion, je dis que toute la cause de ça a été la suspension de Brisebois, pour commencer. 5 minutes là, à jouer à 4, c'est très difficile. Majeur. Première année d'application, 640 millions de dollars de moins pour le Québec. Ça touche beaucoup de personnes. Les saisonniers, les temps partiels, les chômeurs, dit-on, chroniques, qui reviennent fréquemment. Mais le marché de l'emploi, il n'est pas facile. On vous avait promis d'avoir des spécialistes pour en parler, pour répondre à vos questions, vos inquiétudes également et voir ce qui se passe. Ils sont là avec nous. Alors déjà, réservez vos circuits pour être en mesure de poser des questions à nos spécialistes qui sont ici. On se réserve ce temps-là pour comprendre ce qui nous pend au-dessus de la tête. Et c'est plus que nous pend au-dessus de la tête, c'est déjà là. Je vous présente mes invités. Jacques Godbout, qui est directeur du Réseau Québec au ministère Développement des Ressources humaines. Bonjour, M. Bonjour, Godbout. M. Paradis. Et M. Jean-Luc Rose, chef des politiques et des programmes de prestations au ministère, également, même ministère que M. Godbout. Bonjour, M. Rose. Vous êtes deux. Il faut comprendre que la réforme, elle est importante, elle est complexe, elle est grosse. Ça a pris 2 ans pour arriver à ce résultat-là. C'est une réforme importante? C'est effectivement une réforme en profondeur. Et s'il y a un consensus qui se fait dans la collectivité présentement, c'est sur la nécessité de réformer le régime. Par contre, sur la façon d'y parvenir, là, il y a beaucoup de discussions qui ont eu lieu et qui auront lieu. Ah, qui auront lieu. Ça, je veux dire, il va y avoir si l'adoption du projet de loi présentement déposé en chambre. Bon, globalement, messieurs, on dit, lorsqu'on regarde ça, puis j'ai un paquet de documents, puis j'ai essayé de lire et de comprendre, mais il y a beaucoup de choses, on l'a dit, c'est complexe. Je comprends que les Canadiens, globalement, Canadiens, Québécois, etc., devront travailler plus longtemps avant de toucher des prestations réduites durant moins de semaines. C'est ça un peu ma conclusion de la réforme. Je me trompe? Avec certaines nuances. Allez-y. Quand on dit devront travailler plus longtemps, c'est-à-dire que maintenant, on passe d'un système de semaines à un système d'heures. Donc, ils devront accumuler entre 410 et 900 heures pour pouvoir, c'est-à-dire 500 heures pour pouvoir se qualifier à l'assurance chômage. Mais si on fait la conversion, qu'on ramène les heures aux semaines régulières, globalement, on se rend compte qu'on devrait travailler davantage de semaines pour obtenir l'assurance chômage. C'est-à-dire, si on y va au minimum, quelqu'un qui travaille 20 semaines à 21 heures, il se qualifie.
Quelqu'un qui travaille 12 semaines, pour lui, il a besoin d'environ 35 heures pour se qualifier à chaque semaine. Ça, c'est une question d'équité. C'est important de revenir au ratio heures travaillées plutôt que semaines travaillées en regard, justement, des emplois à temps partiel et le reste. C'est ça que vous vouliez faire? Ça tient compte d'une réalité nouvelle du marché. Le marché, présentement, offre beaucoup d'emplois dits précaires ou même à temps partiel. Temps partiel 20 heures, où le client, notre prestataire, pouvait s'assurer, mais souvent pour compléter, se donner un revenu acceptable, devait occuper un autre emploi, 10 heures ou 12 heures, qui, lui, n'était pas assurable. Donc, son système de protection, son régime de protection, ne le couvrait que sur le premier emploi, alors que globalement, son revenu était la totalité des 2 emplois. C'est une des particularités du système de vouloir comptabiliser la participation au marché du travail en heures totales plutôt qu'en semaine assurable. En contrepartie, au chapitre des heures, je me rends compte que le nouveau venu sur le marché du travail, puis Dieu sait que quand on a un emploi, on souhaite le garder, mais ce n'est pas toujours le cas, devra travailler 910 heures avant d'avoir l'opportunité de recevoir quelque chose s'il perd son emploi. Hey, c'est du temps, c'est 6 mois, ça, de boulot, 910 heures. Cette personne-là, il y a de fortes chances qu'elle ne touche jamais rien. Bon, de dire qu'il y a de fortes chances qu'elle ne touche jamais rien, je pense que c'est un peu gros. Par contre, effectivement, il n'y a pas à se cacher que c'est une augmentation sensible par opposition aux règles antérieures. La nuance, je pense qu'il faut faire, c'est qu'on part beaucoup du principe qu'antérieurement, il fallait travailler, bon, pour le nouvel arrivant, là, celui qui, pour la première fois, arrive sur le régime, 20 semaines, 15 heures. Mais la majorité de notre clientèle ne travaillait pas pour le minimum, c'est-à-dire 20 semaines, 15 heures. Plusieurs travaillaient 20 heures. 20 semaines, c'est-à-dire 40 heures semaine, pour un total de 800. On est près là, du 900. Mais vous le savez comme moi, je veux dire, on ne se comptera pas d'histoire, et vous le savez très bien, vous êtes au fait des chiffres. La situation économique n'est plus ce qu'elle était l'année dernière ni l'année précédente. Ça va mal. Il s'est perdu au mois de novembre 23 000 emplois seulement au Québec, 44 000 au Canada. Le taux de chômage est encore élevé. C'est pas facile de trouver des emplois dans le contexte où les compagnies mettent à pied davantage qu'elles n'engagent. C'est pas facile, effectivement. Et un des motifs que le gouvernement n'a pas caché, c'est à quelque part, il faut maintenant se payer un régime qu'on pourra maintenir et un régime qui répond aux conditions nouvelles du marché. Je vous arrête là-dessus, messieurs. C'est important ce que vous dites, et il y a des gens qui me posaient la question. Qui est-ce qui le payait, ce régime-là? À ce que les gens comprennent, c'est perçu de l'employeur, c'est perçu de l'employé, ça ne vous coûtait pas grand-chose, il n'était pas, en quelque sorte, autofinancé, ce programme-là? C'est-à-dire qu'il était financé par les cotisants, les travailleurs et les employeurs. Avant 90, le gouvernement participait, mais depuis 90, il ne participe plus. Mais il faut dire qu'il y a eu quand même des déficits qui se sont accumulés dans la Caisse d'assurance chômage au cours des années. Quand on a une période difficile de récession ou de situation économique difficile, la Caisse accumule des déficits. Et à ce moment-là... Comblés par le gouvernement. Comblés temporairement par le gouvernement. Mais remboursés par la suite. Éventuellement, quand la Caisse reprend... Donc, globalement, ça ne vous coûtait rien au gouvernement sinon que d'administrer ce programme-là. Alors là, les gens ont l'impression que vous allez les couper dans leurs prestations, vous allez augmenter le nombre de semaines, bref, vous allez récupérer de l'argent qui ne leur servira pas. Mais un des éléments essentiels qu'on oublie trop facilement, effectivement, la Caisse, présentement, est assumée par le travailleur et l'employeur. Par contre, dans le régime qu'on s'offrait, il y a un coût en termes de compétitivité qui fait qu'on le perdait en création d'emplois. Juste imaginer qu'à quelque part, dans la mondialisation des marchés, on doit, nous, produire au même coût et au même coût que d'autres pays producteurs. Bon, il n'est pas question d'arriver à des normes minimales, là, mais à quelque part, ce qu'on investissait comme employeur ou travailleur fait partie du coût total de production. Et si on veut devenir compétitif, quand on parle d'ajuster et de moderniser notre système, si on veut devenir compétitif, il faut que les règles du jeu, les garanties sociales qu'on se donne, soient également compétitives. Vous êtes en train de me dire qu'on avait plus de fun à rester sur l'assurance chômage que de trouver un emploi? À quelque part, dans certains exemples, c'est pas la généralité, effectivement, il y avait des avantages dans le système actuel à retirer des prestations plutôt que de retourner. D'ailleurs, c'est un des grands objectifs du programme nouveau, du programme emploi, c'est de l'assurance emploi, c'est de rehausser la valeur du travail. Il faut qu'à quelque part, le travail ait toute sa signification dans l'accès à ces programmes-là. OK. Ce qu'on va faire, messieurs, on va aller à la pause. On va essayer d'aborder ça aussi par classe de gens.
Je sais qu'il y a les emplois saisonniers, il y a les emplois à temps partiel, il y a les chômeurs, bon, disons, chroniques, entre guillemets. Tout ça, ce sont des gens que vous avez ciblés, des gens sur lesquels vous avez travaillé. On va être en mesure de prendre ça par étapes également au retour de la pause. Et on prendra aussi des téléphones de gens qui veulent en savoir davantage. Tout sur cette réforme de l'assurance chômage présentée vendredi. Si la fin de semaine a effacé certaines notions de cette réforme-là, on les reprend nous aujourd'hui pour savoir de quoi il en retourne. Vos téléphones après la pause. Jeans Libre 16-17, Trudel, Shawinigan ferme ses portes. Jusqu'à 70% de rabais sur jeans, chemises, blouses. Des prix de fermeture sur toute la marchandise en magasin. Beau Jeans Libre 16-17, Trudel, Shawinigan ferme ses portes. À vous d'en profiter. Cette année, les top modèles 96, on les trouve chez Chrysler. Et quand on dit top modèle, on dit qu'ils ont vite établi les nouveaux standards en matière de performance, d'aérodynamisme, d'élégance et de sécurité. Imaginez-vous... Quand tu fermes le bar et... En cas Dieu, ce mercredi, 19h30. Loi de la Hara, Mexique. Les caïds de la drogue font la loi. Un homme s'oppose à eux. Marijuana. Voyez la première partie de la mini-série La guerre de la drogue. Ce mercredi 21h à TVA. Beau Jeans Libre 16-17, Trudel, Shawinigan ferme ses portes. Jusqu'à 70% de rabais sur jeans, chemises, blouses. Des prix de fermeture sur toute la marchandise en magasin. Beau Jeans Libre 16-17, Trudel, Shawinigan ferme ses portes. À vous d'en profiter. Vendredi le 8 décembre, c'est la guignolée à Chaîne Télé 8. Tout comme l'an dernier, nous vous invitons à venir en aide aux personnes démunies de la région. Tout au long de cette journée, vous aurez l'occasion de déposer des denrées non périssables dans nos studios et jusqu'au 24 décembre dans les succursales Jean Coutu. Les dons et denrées recueillis seront remis à la Société Saint-Vincent-de-Paul ainsi qu'à Moisson-Mauricie. Le 8 décembre, apportez votre aide à ceux qui en ont besoin en cette période de l'année. Qui sait à quel moment on aura besoin, vous comme moi, comme tout le monde, de l'assurance chômage, dans la mesure où vous êtes admissible à ça. Et la réforme peut en inquiéter plusieurs. On va tout de suite aller au téléphone, messieurs, puis ensuite on prendra également ce que ça veut dire concrètement que cette réforme-là, au chapitre des prestations maximales, des durées de prestation, puis bon, etc. On parle à Raymond qui nous appelle de Boucherville. Bonjour Raymond. Oui, bonjour M. Paradis. Je vous félicite pour votre émission. Merci Raymond. Moi, j'ai une question à poser. Tout à l'heure, monsieur parlait de la valorisation du travail. Pour une personne qui a un travail saisonnier comme moi, si on fait 12, cette année, j'ai fait 12 semaines de travail parce que l'employeur disait qu'il n'y avait pas de budget pour nous continuer. Qu'est-ce qui va arriver à ce moment-là au niveau des prestations d'assurance chômage? On va être pénalisé là-dessus? Si je peux me permettre une question, madame. Vous me dites que vous avez travaillé 12 semaines. 12 semaines de combien d'heures par semaine? 37h30 semaine. Donc, à ce moment-ci, là, à l'œil, les critères minimaux là, qui sont de 420 heures durant la période concernée, et vous allez avoir quand même accès aux prestations. Même avec la nouvelle réforme? Oui, parce que la nouvelle réforme prévoit que le minimum d'heures requis de participation au marché du travail est de 420 heures. Donc, à partir du fait que 12 heures multipliées par 37h30, là, j'y vais très rapidement, mais ça donne votre 420 heures si mon calcul est bon. Ça donne 450 quelques. Alors, à ce moment-là, madame, vous êtes éligible, donc, au régime d'assurance chômage, dans la mesure où vous faites un minimum de 420 heures totales travaillées. Selon certaines statistiques qu'on a présentement, les gens qui sont sur le chômage, 97% de ces gens-là seraient quand même admissibles avec les nouvelles règles. Donc, les nouvelles règles, dans le fond, viendraient pénaliser 3% de notre clientèle seulement, sur les critères d'admissibilité. Ça répond à votre question. Ça vous rassure, Raymond? Oui, ça me rassure un peu, mais je veux dire, à ce moment-là, quand on nous dit, bon, ben au niveau de l'assurance chômage, de la valorisation du travail, mais à ce moment-là, moi, je comprends pas. Je veux dire, on parle de réduction là, pour l'assurance chômage, des coupures et tout. Mais nous autres, en tant que, je veux dire, moi, je veux travailler, mais je veux dire, les municipalités, que moi, je travaille pour la municipalité, mais à ce moment-là, on nous dit, bon, on n'a pas d'argent, on n'a pas si. Pourquoi le fédéral donne pas un coup de main aux municipalités pour garder sa job? Raymond, c'est important. Je vous laisse là-dessus, mais je réponds à la question et j'ajoute à votre question également, Raymond. Raymond, bon, 12 semaines à 37 heures. Bref, on convient ensemble, ça fait 450 quelques. Elle est admissible. Elle ne veut pas faire ça toute sa vie, elle, du 12 semaines, puis parce que si elle le fait toute sa vie,
vous allez dire d'elle qu'elle est chômeuse chronique, puis elle sera pénalisée, puis ses prestations seront réduites. Hein, je me trompe pas. Vous avez parfaitement raison. Alors, elle fait quoi, ça veut s'en sortir, elle-là? C'est un des volets importants du nouveau régime. On parle d'une assurance-emploi. Et ça veut dire qu'à quelque part, non seulement on versera des prestations d'assurance, mais on pourra verser des prestations emploi. Bon, regardez bien, on va prendre son cas. Là. Elle travaille pour une municipalité. Oui. OK? Lucie travaille à Boucherville. Qu'est-ce que vous allez faire pour que l'employeur la garde à l'année? Pour que l'employeur la garde à l'année, c'est difficile à dire. Alors, on ne peut pas rien faire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le gouvernement a prévu, dans le cadre d'un programme transitoire, d'investir des sommes additionnelles pour justement créer de l'emploi. Et j'imagine qu'à quelque part, créer de l'emploi veut dire rendre plus permanent ou rendre sur une plus longue période des emplois déjà existants. Mais c'est votre souhait. Il n'y a rien d'assuré là-dedans. Il y a des sommes, il y a 300 millions de dollars d'assurés pour pallier justement au problème de... C'est Raymond ou Lucie qui vient de nous appeler? Raymond. Pour pallier au problème de Raymond, il y a 300 millions de dollars sur une base transitoire pour permettre aux gens qui sont dans le secteur des activités saisonnières de faire la transition. Parce qu'à quelque part, les règles actuelles sont effectivement un peu plus dures, un peu plus difficiles pour les gens qui sont dans les secteurs saisonniers. OK. Bon, on va aller encore une fois au téléphone parce qu'il y en a plusieurs. On va parler à Lucie qui nous appelle de Montréal. Bonjour, Lucie. Bonjour, M. Paradis. Je vais vous féliciter de votre émission. Vous faites un très bon travail. Moi, je vais prendre un sujet, je pense qu'on n'a pas encore parlé puis que je n'ai pas entendu encore dans la réforme. Je suis présentement sur la CSST sur le retrait préventif en maternité. À la fin février, début mars, tout dépendant de la date d'accouchement, j'ai tombé sur l'assurance maternité qui appelle. Y a-t-il quoi qui est changé là-dedans? Parce que je sais qu'on a droit à 6 mois là, avec l'assurance chômage maternité, le congé parental et tout ça. J'aimerais savoir s'il y a de quoi qui va bouger là-dedans ou si ça reste comme c'était. Parce que moi, je dis, j'ai pris... on prend des décisions budgétaires, puis là, je me dis, oups, rendu au mois de janvier, là, ça revient d'abord, j'ai le droit à un congé sans solde, après, je vais-tu le prendre parce que je vais être correct sur l'assurance chômage ou je vais être carrément coupé, je vais être obligé de réduire mon congé sans ça. J'aimerais avoir des réponses. Vous allez les avoir parce que j'ai vu M. Rose prendre des notes, vous êtes en mesure de lui répondre. Oui, effectivement. D'abord, c'est un projet de loi. La loi n'est pas encore adoptée. Elle sera adoptée possiblement l'été prochain. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, les règles quant aux conditions pour recevoir des prestations de maternité, il n'y a pas rien qui est prévu pour modifier ces règles-là. Bon, comprenons-nous bien, ça veut dire qu'il y a, là, vous assurez Lucie, puis peut-être bien des mamans qui sont en attente d'un petit bébé ou etc. Il n'y a pas de modification tant à la durée, tant qu'au montant qui sera versé pour ces madames-là. C'est-à-dire les modifications qui s'appliquent aux nouvelles personnes à compter de juillet, les personnes qui demandent des prestations, vont s'appliquer également aux gens qui demandent des prestations de maternité. Actuellement, ça prend 20 semaines de travail pour avoir droit aux prestations de maternité. Ça va être sensiblement la même chose, mais compte tenu que c'est maintenant les nouveaux venus sur le marché du travail, c'est 920 heures, ça va prendre 920 heures. Bon, ça va prendre comme elle, là, ça veut dire que ça va y prendre quoi, 420 heures, 920 heures, 910 heures? 910 heures pour bénéficier des prestations de salaire chômage maternité. OK. Qui est un petit peu plus serré qu'actuellement, mais c'est les mêmes règles pour tout le monde. Prestations réduites également? C'est-à-dire les prestations maximales étant réduites aussi? Parce que j'ai lu ça, 448 à 413, là, à un moment donné. C'est-à-dire que les prestations de maternité, on paye 15 semaines maximum. Ça ne change rien là-dessus.